Salut à tous, moi c'est Clémence. Je m'appelle Yael. Bonjour, je m'appelle Tom. Bon, voilà dans une situation un peu exceptionnelle. Alors, comment je vis le confinement ? Coucou tout le monde, vous écoutez Bien dans ma tête. Ce podcast est dédié au bien-être mental. Ici, on s'exprime, on parle de ce qui va pas, de notre quotidien, mais on donne surtout des conseils pour aller mieux. Souvent, on n'ose pas exprimer tout haut ce qu'on a dans la tête. On a peur d'être jugé, d'embêter, de casser cette image parfaite qu'on donne habituellement de nous. Ici, on s'en fout, on brise les tabous, nos conversations sont ouvertes, honnêtes. Le but, c'est de te montrer que toi, qui nous écoutes, t'es pas tout seul. Coucou tout le monde, vous écoutez Bien dans ma tête. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, vous vous en doutez. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est confinés. On doit rester enfermés chez nous pour le bien de tous. Certains sont rentrés chez eux auprès de leur famille, d'autres restent dans leur coloc avec les amis ou dans leur petit endroit rien qu'à eux. Nous vivons une situation inédite et bien qu'il serait facile de se laisser aller à des pensées négatives du type « je suis enfermé, je suis isolé, je ne fais rien de mes journées », il faut essayer de voir cette période dans ce qu'elle a de plus positif. C'est l'occasion de s'offrir un temps de repos dans nos vies surchargées, nos vies planifiées des semaines à l'avance. Vous l'aurez compris, pas d'interview en face à face pour cet épisode, mais des témoignages de jeunes confinés un peu partout en France, ainsi qu'à l'étranger pour certains. Ils ont accepté de nous raconter comment se passe leur confinement. Ah, et un petit message aussi à toi qui écoutes, à vous qui écoutez. Força pour les jours qui restent. Et je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes choses, de prendre ce temps qu'on a pour développer votre créativité. Et voilà. Et j'espère que d'entendre des gens donner leurs conseils, d'entendre des gens parler de leur confinement, ça va vous aider à mieux vivre le vôtre. Voilà. Je vous fais des gros bisous à distance. Et prenez soin de vous. Ça va faire une semaine qu'on est en confinement et pour l'instant je le vis plutôt bien. Au début je me disais que ça allait être horrible, que j'allais m'ennuyer, mais finalement pas du tout. Après je sais que les prochains jours ça va être plus compliqué, mais j'arrive quand même à m'occuper puisque j'ai toujours cours, donc la plupart du temps je révise. Cette semaine elle a été très compliquée au niveau de l'organisation. Les profs nous envoyaient tous en même temps les devoirs qu'on devait rendre évidemment la même semaine et en même temps. Mais maintenant ça va, j'ai une certaine organisation, j'ai trouvé mon rythme, donc ça c'est une bonne chose. Après j'essaye de faire autre chose que de réviser parce que sinon ma tête elle explose. Donc par exemple tous les jours je fais 30 minutes de sport, je lis, évidemment que je regarde des séries, j'essaye aussi de prendre des nouvelles de ma famille. Donc finalement le confinement c'est pas si terrible, mais après je sais que c'est que le début. Donc j'espère de tout cœur que la situation va s'améliorer rapidement. Vous venez d'entendre Anaïs et là on poursuit avec Tom qui vous donne plein de conseils pour bien vivre votre confinement. Bonjour, je m'appelle Tom et pour lutter contre le confinement, j'ai deux techniques. Déjà, j'ai un travail dans le service public, donc je dois continuer à servir. Et ça occupe quand même plusieurs heures dans mes journées. Mais mis à part le travail, je vous avoue que les mondes virtuels, c'est quand même une assez bonne solution parce qu'on peut pas attraper le coronavirus dans World of Warcraft. Et donc, je m'y suis mis et c'est un vrai plaisir. J'ai pu retrouver des amis avec qui je n'avais plus joué aux jeux vidéo depuis la période du lycée. Et tous les jours, on fait quelques heures de World of Warcraft. Après, à part ça, c'est quand même un bon moment pour rattraper son retard sur les études, mais comme il y a World of Warcraft, effectivement, j'avoue que j'ai du mal à combler mon retard. Voilà, c'était la petite astuce. Si jamais vous vous ennuyez, n'hésitez pas à aller sur les mondes virtuels. Alors World of Warcraft, c'est payant, mais il y a aussi Dofus qui est gratuit, et plein d'autres jeux, comme Terra ou League of Legends. Ça peut occuper pas mal de temps et vous permettre aussi de retrouver des amis, donc c'est plutôt sympa. C'était Tom en direct de sa chambre. Ciao! Bonjour Emma, bonjour tout le monde. Alors, comment je vis le confinement ? Au début, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. C'était un peu comme un week-end prolongé. Et puis, finalement, le soleil est arrivé aujourd'hui, mardi. Et mercredi, on est déjà mercredi en fait. Vous voyez, je me perds déjà dans les jours. J'ai fait ma première sortie aujourd'hui, sous le soleil, donc c'était très agréable. Mais de me dire qu'on peut pas sortir comme ça comme on veut, c'est un peu compliqué. Mais bon, on fait avec, on redécouvre d'autres activités, des choses qu'on fait plus forcément. Et puis des nouvelles méthodes de travail. Il faut travailler tout seul dans son coin. Et puis côtoyer que les gens de notre foyer. Voilà. Merci Céline pour ton témoignage. Maintenant, on va passer au témoignage de Mathilde, qui nous vient de Garches. Merci Mathilde pour ton témoignage. Alors pour ma part, sur la situation actuelle du coronavirus,
Je vis bien le confinement. Mes profs nous envoient tout le travail à faire sous forme de devoirs maison et en plus avec les cours en PDF. Donc ça me permet vraiment de gérer mon temps de travail comme je l'entends. Et même si c'est dur de s'y tenir, j'espère que ce soit un épisode passager et que ça reviendra vite à la normale. Donc sur le court terme, ça me convient parfaitement. Par contre, ce qui me désole, c'est la façon dont toute cette situation est gérée, aussi bien par l'ensemble de la société. Enfin, les gens restent toujours aussi individualistes, alors qu'on nous rabâche à longueur de journée sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, dans tous les médias, qu'il faut rester solitaire, rester chez nous pour aider les autres. Au final, quand on voit le nombre de personnes dans la rue qui font leurs courses, qui dévalisent des magasins entiers, enfin, pour moi, c'est pas de la solidarité, c'est de l'individualisme pur et simple. Et je suis aussi en colère, on va dire, contre le gouvernement qui nous dit pas tout depuis le début, qui nous ment sur la situation, qui minimise la situation. Toutes ces mesures gouvernementales qui nous sont nocives au final. Enfin, les soignants ne sont pas payés à leur juste valeur. Et ça a des impacts aujourd'hui. Enfin, on n'a pas assez d'infirmiers pour accueillir les malades. Ils ont même pas les bons équipements. Enfin, c'est quand même assez alarmant et ouais, tout ça me met en colère. Surtout dans notre pays, en France, au XXIe siècle, je trouve pas ça forcément normal, toute cette situation vis-à-vis des soignants et vis-à-vis du manque d'équipement. Maintenant, on va passer au témoignage de Sharon, que j'ai trouvé super intéressant et hyper complet. Sharon qui a dû revenir des contrées bretonnes éloignées pour venir se confiner. À toi Sharon, merci pour ton témoignage. Alors en fait, moi pendant tout le mois où la pandémie s'est vraiment étendue, j'étais pas dans les grandes villes, j'étais sur une toute petite île d'une centaine d'habitants au bout du Finistère en Bretagne, sur laquelle en fait j'étais occupée par autre chose et de toute façon c'était pas vraiment le sujet qui était abordé par les personnes, le climat était assez serein et on parlait pas du tout de ce phénomène-là. On était vraiment coupé des choses, je regardais pas les infos, donc en plus au moment où j'étais partie là-bas, il y avait 3-4 cas en France et le message général, il était plutôt optimiste. Ça nous disait que c'était juste un peu une grosse grippe et que ça toucherait principalement les personnes vulnérables, les personnes âgées, un peu comme le font déjà toutes les maladies. Donc j'étais plutôt sereine sur le sujet. J'arrive en France, donc un peu avant le confinement, et là je me prends un peu de pleine face les élans de panique, je commence à découvrir les vidéos des supermarchés, là où tout le monde se bat, je vois que les cas ont explosé, et au début ça m'a laissé un peu froide, parce que forcément la différence, le contraste entre les deux climats était difficile à aborder, et je comprenais pas forcément tout ça, parce que je me disais, il y a d'autres causes de mortalité dont personne s'inquiète autant, du moins pas aussi gravement. La pollution, c'est une des causes de mortalité principales et personne pour autant n'a fermé des usines, mis les voitures en destruction, j'en sais rien. Enfin, il n'y a pas eu autant de consignes sur le sujet, alors que bon. Et en fait, on s'informe petit à petit, on se rend compte que ce qui est surtout dangereux, c'est la contagion, à quel point c'est exponentiel et à quel point on est, nous, la clé de la solution comme la cause de son expansion. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu... Au début, ça m'a mis du temps, en fait, parce que pour moi, on n'a pas assez d'infos. Par exemple, j'étais étonnée de voir tous les journaux un peu se répéter sur des informations assez floues. Et à aucun moment on a des données prévisionnelles, des rapports de gouvernement. Là, je comprends que les gens aillent dans les parcs, ils n'ont pas compris. Et ça a basculé du jour au lendemain de c'est une grosse grippe à c'est grave finalement. Et encore, puisque les consignes sont étrangement peu radicales. Mais sinon, après, un peu comme tout le monde, forcément, un peu, dans un premier temps, je suis contente de rester chez moi, de me dire que c'est un temps calme aussi, un temps d'arrêt surtout, parce que Paris, c'est effervescent, c'est génial pour ça, la culture, c'est super, ça foisonne, mais parfois c'est comme une spirale de consommation, pas seulement en fait de produits, aussi de consommation de culture. On a l'impression de rater quelque chose si on n'y va pas, un festival, une expo, une sortie ciné. Ça fait du bien ce temps calme, ce temps d'arrêt où on se rend compte qu'on peut très bien vivre sans toute cette consommation.
Et évidemment, y compris la consommation, la surconsommation, je veux dire au sens premier, c'est-à-dire la surconsommation de produits, les achats, c'est vraiment positif selon moi. Et pareil pour la pollution, on sent que ça a eu des vrais effets sur la Chine et ça peut peut-être faire prendre conscience de certaines choses. Donc sur ce plan-là, c'est important. Mais et de la fragilité aussi du système économique dont on dépend, c'est-à-dire on se rend compte qu'on est vraiment dépendant du système économique et qu'il n'est pas du tout infaillible et que on est des êtres fragiles et que au moindre souffle, il peut se passer ce genre de catastrophe au niveau du système général en fait et de sa structure. Donc ça c'est assez intéressant. J'espère que ça fera prendre conscience. Je suis juste en colère, une colère qui me fait sentir impuissante pour les plus démunis. Juste, je suis dans une association pour les jeunes mineurs réfugiés. Et on n'a reçu aucun mail. Je veux dire, c'est la personne qui a monté cette association qui a dû aller à la rencontre des mairies, qui a dû appeler, téléphoner pour demander qu'est-ce qui serait fait, parce que les maraudes dans les parcs, c'est là qu'on les fait. Il y a des hébergements collectifs qui sont mis en place par l'association depuis des mois et on se relaie pour apporter à manger, pour surveiller, etc. Tout ça, ça va être un peu mis à mal par le confinement et effectivement, c'est compliqué parce que c'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans le cadre des consignes hygiéniques, ce que font les associations, dans le sens où elles font du mieux qu'elles peuvent et parfois elles peuvent pas toujours respecter les consignes, mais en contrepartie, il faut que l'État prenne en considération tout ça et je m'étonne qu'ils aient pas envoyé des mails en amont pour éviter les paniques au sein même des associations et que les gens puissent gérer ça, parce que c'est catastrophique, c'est les personnes les plus démunies, les personnes sans domicile fixe qui dorment à la rue, les personnes qui sont dans des logements insalubres, les personnes qui doivent rester chez eux à neuf dans un appartement de 10 mètres carrés, c'est tout ça qui est problématique surtout. C'est eux qui vont être en première ligne en fait de la contagion et c'est eux qui sont le moins considérés. Donc ça me met un petit peu en colère, que ce soit pas forcément bien géré. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de stratégies politiques derrière, alors je suis peut-être naïve d'avoir espéré que ça ne serait pas le cas. Mais ça, ça me met en colère. Tout comme le deuxième tour des municipales qui est reporté, alors qu'on savait tous que le premier tour était déjà une grosse blague. Et on sent que ça arrange pas forcément le pouvoir que les résultats du premier tour, et que reporter le deuxième tour, c'est bien, ça permet à tous d'oublier ces premières convictions politiques pour peut-être, je sais pas, attendre que la cote de popularité du président remonte avec ce sentiment d'héroïsme que les gens auront peut-être vis-à-vis de lui après ces événements. Surtout qu'il n'a pas arrêté de dire que nous sommes en temps de guerre, je crois 4 ou 5 fois dans son allocution sur le confinement. Et c'est grave en fait cette manipulation politique, parce que non, on n'est pas en temps de guerre et c'est juste un moyen pour lui si on s'en sort et selon comment on s'en sortira, de paraître héroïque. C'est une manière pour lui de donner cette image-là, et tout ça mêlé, c'est assez triste et bon, ça me met un peu en colère, mais je vois pas tellement comment faire, donc impuissante plus qu'en colère. Maintenant, on passe au témoignage un peu spécial de Clémence, qui témoigne de Corée du Sud. Clémence, un grand merci pour ton témoignage. Et c'est parti. Salut à tous, moi c'est Clémence. Alors mon confinement n'est pas un confinement. Je suis actuellement à Séoul, en Corée du Sud. Donc j'avais déjà fait un semestre là-bas et je devais repartir pour mon deuxième semestre. Et malgré le fait que les universités coréennes aient repoussé un peu la rentrée et que j'ai dû changer mon avion qui était initialement le 24 février au 9 mars, je suis quand même partie et j'ai quand même pris la décision d'aller en zone Asie, en sachant que c'était quand même là, à la période où je suis partie, qu'il y avait le plus de cas de coronavirus. Mais j'ai été très bien inspirée, puisque tout a très vite déraillé aux États-Unis, en Iran, en Europe, et qu'aujourd'hui la Corée du Sud n'est plus le foyer ou le deuxième foyer le plus touché. Donc me voilà à Séoul,
le 9 mars, on prend ma température à l'aéroport. Je rentre assez tranquillement par la suite dans ma résidence universitaire à mon université, où il y a là aussi une caméra qui check ma température. Et puis je vais m'installer dans ma chambre. Par la suite, donc pendant 7 jours, j'ai plus ou moins vécu normalement. On avait des masques à disposition, qu'on devait payer quand même, en pharmacie ou en convenience store. En pharmacie, pour avoir 2 masques, il fallait quand même y aller un jour spécial en fonction de notre date de naissance. Et sinon, dans les convenience stores, on pouvait quand même assez facilement en trouver. Donc côté masque, pas de souci. Faut savoir que le port du masque en Corée du Sud est obligatoire. Dans les transports, il n'y a personne sans masque. Dans la rue, parfois, il y a des gens qui mettent leur masque un peu au niveau de leur menton et pas totalement sur tout leur visage. Donc masque obligatoire, des gels antibactériens partout, mais littéralement partout, dans les bâtiments, dans les ascenseurs, dans les magasins, dans les bâtiments de mon université. C'est très rassurant, vous pouvez se laver les mains n'importe où, même dans les petits endroits pour louer des vélos, pouf, dans la rue comme ça, un gel antibactérien. Donc écoutez, c'était assez sympathique. Les check-up de température à ma résidence universitaire, c'était quand même assez rassurant parce qu'on se sentait en sécurité et parce qu'on se disait on a quand même tout ce qu'il faut pour pas l'avoir, ce fichu coronavirus. Donc on vivait notre vie assez normalement, on sortait pour aller faire les courses, il n'y a pas de système d'attestation comme en France, on pouvait sortir au restaurant tranquillement, quoi. On remarque qu'il y a moins d'activités, mais on est assez libre de nos mouvements. Et donc ma petite vie tranquille, que vous venez d'entendre, elle s'arrête le 18 mars, quand j'ai reçu un appel me disant « Bonjour mademoiselle, vous êtes à haut risque coronavirus ». Et alors là, j'ai sauté de ma chaise, j'ai demandé ce qui se passait, j'ai dit « Mais qui ai-je fréquenté qui a le coronavirus ?» Et on me dit, après un nombre incalculable de coups de fil à différentes instances, que quelqu'un dans mon avion du 9 au 10 mars avait le coronavirus et que c'était un cas confirmé. Et alors là, après du coup tous ces coups de fil, on m'emmène dans une ambulance que je ne sais qui a affrétée faire le test. Alors je vous assure que les cotons-tiges dans le nez et dans la gorge, c'était le truc le moins agréable que j'ai pu faire. On prend ma température, j'étais à 37,9, pas très rassurant. Ils ont fait des yeux tout ronds. Bon, je quitte les lieux avec un petit sachet. Là encore, les Coréens sont formidables. Un sachet avec gel antibactérien, petit désinfectant, 9 masques, un thermomètre et des fiches qui m'expliquent un peu les règles de santé et le fait que je vais être en quarantaine et que je ne dois plus bouger. Donc justement, je reviens à mon université dans la même ambulance qui m'a amenée au centre de santé faire le test. Et là, on me dit « Bonjour », on m'appelle. Bonjour, donc dans 30 minutes, vous devez bouger de bâtiment, vous allez être mise en quarantaine au 6e étage du bâtiment D et il n'y a pas d'ascenseur. Bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Je fais mon petit sac et on me dit que je reste là-bas jusqu'au 24 mars. J'attendais aussi les résultats du test qui devaient arriver sous 1, 2 ou 3 jours. Je vais me mettre en quarantaine, on me dit que c'est pas vraiment une quarantaine, je dois y rester 7 ou 8 jours il me semble. En fait c'est comme si j'y avais été depuis le 10 mars, ils ont juste calculé à partir de mon arrivée en Corée du Sud. Mais bon, ça c'est pas très important. Donc je pars au bâtiment D avec mon sac, je monte les 6 étages, et de là on m'explique que je vais avoir des repas livrés en bas 3 fois par jour. Donc ça m'avait l'air d'être une vie assez tranquillou. Mon petit balcon donnait sur une super vue de Séoul et j'étais tranquille là-haut. Bon, j'allais pas pouvoir voir mes amis pendant 7 ou 8 jours, mais je me disais que j'allais m'en sortir et effectivement je m'en suis sortie. Et en fait le lendemain j'ai eu le résultat de mon test qui est arrivé négatif, mais bien sûr il fallait rester en quarantaine. Donc j'ai pris mon courage et ma patience à deux mains, si c'est une expression que je peux créer. Et puis j'ai vécu ma petite ridicule quarantaine comparée à ce que les Français vivent. Et voilà, ça a été. Bon, je faisais du sport, 6 étages 3 fois par jour, c'était du sport. Voilà. Donc à Séoul, ça a été assez bien géré. On appelait 4 fois mon téléphone pour prendre ma température. On m'a livré des repas gratuits et franchement, c'était une petite chambre très sympathique au 6e étage de cette tour.
Donc mon confinement n'en est pas vraiment un puisque je suis sortie de quarantaine là et que je suis tranquillou, bien sûr avec des masques, bien sûr à me laver les mains, bien sûr en respectant les distances de sécurité. Mais à Séoul, on est libre de nos mouvements, on fait nos courses, on continue à aller au restaurant. Demain, je vais aller faire une escape room. Je pense qu'on n'a pas la vie très difficile. Et je vous souhaite bien du courage, les Français en confinement. C'est pas cool. Moi, j'ai fait 7 jours. Ça a été. Et ce qui m'a permis de tenir, entre guillemets, de pas voir mes amis, c'était... je m'étais fait une petite routine. J'avais mes appels pour prendre ma température à heure fixe 4 fois par jour. Je faisais de la corde à sauter dans ma pauvre chambre. Et j'avais les cours en ligne. Donc bon, pas mal de trucs à faire au final. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 2 avril et que la situation a encore bien évolué en Corée et à Séoul. C'est-à-dire que toute personne arrivant de l'étranger doit être systématiquement testée et que tout est pris en charge par le gouvernement. C'est-à-dire que le test, la mise en quarantaine dans un hôtel, la livraison des repas, tout est pris en charge et c'est absolument appliqué à toute personne qui débarque à Séoul. Je sais aussi que les universités comme la mienne ont finalement annulé les échanges de ceux qui n'étaient pas encore arrivés sur le sol coréen et que les cours en ligne sont mis en place pour ma part pour tout le semestre et qu'on a interdiction de quitter Séoul, de quitter la Corée du Sud en fait. On est obligé de rester ici en attendant à mon avis que la situation se calme et en attendant tout court que ça s'améliore, non pas seulement en Corée du Sud mais dans le monde entier. Voilà, bisous. Maintenant, on passe au témoignage de Yael qui va nous parler de l'expérience du confinement en colocation. Bonjour, je m'appelle Yael, je suis étudiant en kiné en première année et puis là je suis en train de vivre le confinement en coloc avec mes amis qui sont aussi en kiné en année supérieure et puis on s'occupe comme on peut, hein. Heureusement qu'il y a des cours d'anatomie à rattraper, donc ça c'est une grosse partie du temps, le travail quoi. Moi j'essaie de profiter un peu du fait qu'on soit confiné pour rattraper mon retard et puis après ça tourne beaucoup autour de poker, de films, de séries. J'ai pris les films sur IMDb, on les a classés par rating, par note, et puis on regarde les 100 films les mieux classés du site sans même regarder les bandes annonces pour avoir un peu de culture. Donc ça fait quelque chose. Et puis voilà quoi, on essaie de bien manger, de cuisiner et puis voilà. Au niveau du fait de pouvoir rester chez soi comme ça, moi ça me dérange pas tant que ça. Le seul problème c'est de pas pouvoir voir des gens, de pas pouvoir vous voir, c'est quand même pas marrant. Mais du coup ça permet entre autres de s'avancer sur de nous exposer tranquillement, étant donné que je les avais pas fait, donc ça permet de bien avancer sur le travail. Après je peux en profiter aussi pour lire, regarder la télé, je lis beaucoup du coup, j'en profite pour me reposer. Et ce qui est cool c'est que je peux rester en pyjama toute la journée, j'ai pas à m'habiller étant donné qu'on peut pas sortir, donc voilà. Merci Yael, merci Julie. Maintenant on va passer au témoignage de Jeanne qui était en direct du Mexique et je vous rassure, vous qui nous écoutez, aujourd'hui Jeanne est de retour en France, elle est avec sa famille, tout va bien, elle est en quarantaine. Voilà, c'était juste un petit point pour rassurer tout le monde. Maintenant on passe à son témoignage, c'était avant, au moment où elle essayait de rentrer. Bon, voilà dans une situation un peu exceptionnelle. Moi je devais rester au Mexique jusqu'à fin mai. Mon contrat de travail finissant fin avril. J'étais censée travailler, mais mon université a fermé, comme beaucoup commencent à fermer, les magasins aussi. Puis après, j'avais un mois de voyage prévu, notamment avec mon amoureux, on devait aller au Pérou. Et voilà, je voulais finir sur une bonne note cette expérience d'expatriation, cette année exceptionnelle par des voyages. Mais les mesures de santé ne nous permettent pas de faire ça. Donc j'ai pris la décision de rentrer, bien que la France soit pas dans une super situation actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au Mexique, là on est au stade 1, le stade 2, d'après un ami policier, sera la semaine prochaine, et donc le confinement. Mais je pense que le Mexique c'est quand même un pays qui a moins de ressources, c'est un pays qui est assez pauvre et violent, ne serait-ce que si on regarde les chiffres d'homicides, de féminicides. C'est un pays assez violent.
Tout dépend des régions, mais il y a 4 ans, des amis m'ont dit que des insurrections avaient été notées, des insurrections avaient eu lieu, si je peux mieux m'exprimer, suite à la hausse du carburant, des pillages de magasins et de la violence assez exacerbée entre les personnes. Je veux même pas imaginer ce que c'est une période de confinement au Mexique et la peur de qu'est-ce qui arrivera. J'espère être protégée pendant tout mon voyage. J'espère arriver à destination. J'espère ne pas être bloquée sur ma première escale à Madrid. On m'a dit que non. Je me suis mis en contact avec les ambassades. On m'a dit que c'était bon. C'est assez inédit comme période. On a l'impression d'atteindre un cap. Je sais pas, qu'il y a un message peut-être à tirer de tout ça. Ça nous fera nous recentrer sur les essentiels. En tout cas, moi, j'ai peur toute seule et je me dis que sans travail ni salaire, je peux pas payer mon loyer d'avril. Je peux pas non plus voyager et j'ai pas envie de vivre ce confinement seule. C'est peut-être un peu égoïste la manière de faire, mais en tout cas, je prendrai mes précautions. Ne contaminer personne, je l'espère, et ne pas avoir à mettre en danger mes proches, ni moi-même, ni les autres personnes que je vais croiser sur ma route du retour. Je vais aller acheter un masque et une autre bouteille de gel hydroalcoolique. Et puis pendant tout ce voyage, je vais faire très attention. Ici, le gouvernement met beaucoup de temps à décréter des mesures. Pour moi, trop de temps. Le test pour savoir si on est positif au coronavirus est payant, sachant qu'on est dans un pays qui est pauvre. Peu de personnes se font tester. Il y a des cas aussi qui sont asymptomatiques, donc je pense que les chiffres aujourd'hui, je crois qu'on est à 85 hier soir, je sais pas aujourd'hui à 13h47 combien de cas on est au Mexique, mais je pense que les chiffres ne sont pas du tout vrais, ils sont très très en dessous de la situation véritable. J'ai fait aussi l'expérience de visite médicale ici et l'expérience de faux diagnostics par manque de compétences ou par corruption. On m'a dit notamment que je devais rentrer en France ou faire une opération ici car on m'avait détecté un cancer, ce qui était complètement faux. Donc je ne veux même pas avoir à savoir comment ils traiteront le coronavirus ici. Si jamais ils ont beaucoup de cas, si jamais ils ont des hôpitaux surchargés. J'ai très peur sur comment ce pays va s'en sortir et j'ai très envie de retrouver les miens. J'ai très envie de retrouver ma famille, mon amoureux, mes copains. Et très envie que ce cauchemar s'arrête. Merci Jeanne pour ton témoignage. Et voilà, chers auditeurs, on arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous les gens qui ont participé, merci à vos témoignages, merci d'avoir accepté de livrer votre quotidien. Pour clore le podcast en beauté, on va finir par le témoignage d'une petite fille. Et la personne que vous entendez qui l'interviewe, c'est sa sœur. Voilà. Donc merci à elle, merci à toi Lola d'avoir interviewé ta petite sœur. Et puis c'est parti. Bonne fin d'épisode. Du coup, je voulais savoir un peu toi, le confinement, pour toi, tu le vis comment ? Il y a des côtés bien, comme ça tu peux faire la grasse mat ou des choses comme ça. Mais aussi, il y a des choses pas cool. Des choses pas cool ? Par exemple, tu peux pas sortir ou des choses comme ça. Et moi, j'aime pas. C'est quoi qui te manque à l'école le plus ? Et ma maîtresse, comment dire je trouve qu'elle est bien en termes pour nous apprendre et tout, mais elle sourit pas beaucoup et tout. Donc, c'est pas forcément la chose qui me manque le plus. Mais sinon... c'est bien aussi quand on est à l'école parce que y a une récréation, donc on peut courir partout alors que voilà, et puis en plus c'est fait pour, alors que là il y a Dana, parfois elle travaille ou c'est toi, et donc on essaie de pas vraiment faire beaucoup de bruit. Par rapport aux devoirs à la maison, c'est comment ? Bah c'est pas trop lourd ? Non, c'est pas trop lourd. Et à 20h, il y a un truc qui se passe aussi, non ? Ah oui, en fait... T'aimes bien tous les soirs y aller au balcon ? Oui, après on applaudit et même je prends une vuvuzela d'Afrique du Sud et après je fais... Et pour toi, c'est symbolique, enfin, c'est une manière de remercier les soignants, tu sais ça. Et c'est important du coup de participer. Et même si parfois je suis un peu trop occupée, par exemple, je sais pas, je fais un truc délicat ou je prends ma douche ou des choses comme ça et que je peux pas venir, j'applaudis quand même. T'applaudis quand même dans ta douche ? Oui.